Bienvenue dans le monde enchanté des châteaux de contes de fées. Un monde fantasmagorique que l'on imagine éternellement peuplé de princesses captives ou endormies. Mais certaines princesses ont fait mieux que sommeiller dans leur château. Elles y ont gravé une empreinte indélébile, témoignant du romanesque de leur destinée et d'une quête de pouvoir s'exprimant encore sur les murs de leur palais. En partant découvrir 3 châteaux mythiques, de Russie en Bohême jusqu'au cœur de l'Écosse, nous allons vous conter les histoires véridiques des princesses légendaires qui les ont sublimées. Notre première histoire commence dans le château d'une authentique Cendrillon-Baltes, à quelques lieues de Saint-Pétersbourg, dans la petite ville de Tsarskoïe Selo. Sa splendeur architecturale, le palais Catherine la doit à 3 tsarines d'exception. Édifié en 1714 par une ancienne servante devenue Catherine Ier, puis agrandi par sa fille Élisabeth Ier dans un style baroque, le palais fut entièrement rénové sous le règne de Catherine II. Voici l'histoire de 3 princesses qui, en s'emparant du pouvoir par la force, sont devenues les fées d'un château de contes russe. Tant il est vrai qu'il ne saurait y avoir de contes de fées sans château. Il y a des châteaux, il y a des contes avec des châteaux. Et c'est vrai que le château, c'est comme un immense ventre qui contiendrait toute la famille, qui serait enfermée dans son château comme elle peut être enfermée dans son histoire. Et puis justement, le château, ça remonte à loin. C'est des vieilles pierres, c'est-à-dire que ça représente aussi toute la généalogie, toute l'histoire familiale. Donc il y a à la fois cette dimension un peu du passé, cette dimension verticale qui remonte à la nuit des temps à travers l'arbre généalogique, et puis il y a cette dimension du présent, c'est que tout se joue là, dans ce huis clos, et toutes les relations familiales, des meilleures au pire, des plus terribles aux plus douces, se déroulent dans l'enceinte du château. Il était une fois, dans l'ancienne contrée glacée de Lettonie, une jeune Cendrillon-Balte prénommée Martha, qui était à 10 000 lieues d'imaginer qu'elle deviendrait un jour tsarine de toutes les Russies. Tout commence pour notre pauvre petite orpheline de paysans livoniens à l'orée du XVIIIe siècle, au moment où Pierre Ier de Russie se bat contre les Suédois pour la reconquête de terres ancestrales. C'est aussi, en fait, cette histoire, pas seulement l'histoire d'une orpheline Cendrillon, c'est l'histoire d'un nouvel empire qui va changer, je dirais, de direction et dont le centre va être transporté par Pierre le Grand de Moscou jusqu'à Saint-Pétersbourg. Pierre le Grand était un personnage étonnant parce qu'il a inventé de faire une ville là où c'était impossible de la faire. Il fait poser la première pierre de cette nouvelle ville qui est au bord du golfe de Finlande, dans un endroit d'ailleurs assez inhospitalier, plein de marécages, mais contrairement au port d'Arkhangelsk, plus navigable et surtout avec une sortie directe, d'abord vers la mer Baltique, ensuite vers la mer du Nord et plus simplement vers le reste de l'Europe. Et le destin de Martha Skavronska va être lié, presque malgré elle, à cette grande aventure du Nord et cette aventure commencée par Pierre le Grand. Qui semble d'ailleurs plus absorbé par ses conquêtes territoriales que par ses conquêtes féminines. Pourtant Martha, qui est devenue un butin de guerre de généraux russes, finit par être repérée par le tsar. Il a aperçu chez Menchikov, il l'a trouvée très amusante, très gaie, très vivante, très intelligente. Mais il n'a pas immédiatement décidé de l'emprunter. Et l'année suivante seulement, en 1704, véritablement, il a jeté son dévolu sur elle et il en a fait sa compagne. Là, vraiment, c'est une rencontre de Cendrillon, parce qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il va lui arriver. De fait, Martha ne réalise pas vraiment qu'elle est devenue, sous le nom orthodoxe de Yekaterina, la princesse de cœur de l'un des plus grands tsars de l'histoire, dont elle tient encore à laver les chemises et sur lequel elle veille jalousement. Ils vivent heureux et ont beaucoup de petits bâtards. Mais en 1712, la magie finit par opérer et notre Cendrillon devient l'épouse légitime de son prince charmant, en même temps que la tsarine.
Le conte de fées est devenu réalité. Le mythe de Cendrillon, il fascine toutes les jeunes filles depuis des siècles, parce qu'il charrie un certain nombre de fantasmes qui agitent la tête des jeunes filles. Et Cendrillon, eh bien, comme les autres, elle attend ce prince charmant, et c'est ce prince charmant qui va la révéler au monde. Eh bien, elle va attirer ce prince charmant, autre fantasme, je suis l'élu, je suis celle qu'on choisit parmi 300 autres jeunes filles qui sont là, et grâce à cette rencontre, eh bien, je vais m'élever dans l'existence et je vais avoir un destin fabuleux. Et donc un château merveilleux. C'est ainsi qu'un beau jour de printemps 1719, alors que Pierre Ier propose d'emmener la cour à admirer l'évolution des travaux de sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, Catherine décide de profiter du voyage pour lui montrer, elle aussi, la jolie surprise qu'elle lui prépare en secret depuis de longs mois. Le lendemain matin, l'équipage se met en route, traverse donc cette espèce de petite plaine qui est au sud de Saint-Pétersbourg, et le tsar s'attend à arriver dans un endroit de rien. Et tout d'un seul coup, la voiture, à cheval, s'arrête devant un petit palais de pierre. Et l'impératrice descend et dit à son époux, voilà l'endroit que j'ai imaginé pour le plaisir de votre majesté. C'est une histoire de Cendrillon. Et c'est le début de cette légende attachée à ce deuxième grand palais des environs de Saint-Pétersbourg, qui est le palais de Tsarskoye Selo, qu'on finira d'ailleurs par appeler Palais Catherine, du nom de l'impératrice Catherine Ier, Marta Skowronskaya. Pierre et Catherine passaient leurs vacances dans cette maisonnette de pierre qui avait été construite pour eux sur 2 étages par l'architecte Braunstein. Cette petite maison se trouvait juste derrière moi, au centre du palais, au niveau de l'escalier d'apparat. Pierre le Grand se débarrasse alors du fils de son premier mariage, le jugeant incapable de régner, et décrète que désormais le tsar nommera lui-même son successeur. Mais il meurt sans avoir eu le temps de le faire. Ce qui fait que à sa mort, à la mort de Pierre le Grand en 1725, on ne sait pas qui va succéder. Et là, justement, c'est là où l'histoire est faite de retournements. Ça n'est ni ses filles, ni son petit-fils, ni sa nièce qui sont finalement appelés à lui succéder, c'est sa deuxième femme, Catherine Ier, Marta Skowronskaya. Les proches de Pierre pensent en effet qu'ils pourront plus aisément manipuler cette ancienne servante illettrée qu'un héritier légitime. Ainsi, notre Cendrillon éplorée parvient-elle grâce à eux et de manière inespérée à s'emparer du pouvoir, inaugurant ainsi pour la Russie près d'1 siècle de règne féminin. Une servante qui se retrouve assise sur le trône de Russie, c'est assez inhabituel. Donc c'est une Cendrillon qui s'est retrouvée dans un carrosse doré, mais le carrosse doré a toujours été un petit peu menacé. Quand 2 ans plus tard, Catherine Ier finit par s'éteindre, son petit château passe dans les mains de sa fille Élisabeth, la seule, avec sa sœur Anna, à avoir atteint l'âge adulte parmi les 11 enfants du couple royal. C'est la deuxième fille de Pierre le Grand, Elisabetta Petrovna, comme on l'appelle à l'époque, qui finit par se saisir du pouvoir et qui monte sur le trône de Russie en 1741. C'est elle qui va imprimer à Tsarskoye Selo, je dirais, le deuxième grand épisode de son histoire. Le château qui doit marquer son règne, Élisabeth Ier décide de l'édifier dès 1748 sur les bases de celui de sa mère. Et là, le palais que sa mère avait voulu construire pour Pierre le Grand, elle a voulu en faire tout à fait autre chose parce qu'elle était très férue d'art européen, d'art français et d'art italien. Et elle a fait venir Rastrelli pour transformer ce qui était au fond un modeste petit château en un grand palais je dirais, regardez du côté de Versailles, c'est ça la vérité. Et le 30 juillet 1756, après 8 ans de travaux, l'architecte italien Rastrelli présente enfin à l'impératrice la merveille qu'il a fait surgir de terre. C'est un palais qui fait plus de 300 mètres de long,
dont la façade est un des morceaux de bravoure de l'architecture russe du XVIIIe siècle, parce qu'elle est extrêmement intelligente. C'est un jeu subtil de masse et de sculpture, avec de grands atlantes qui soutiennent le premier étage du palais. Donc vous avez quelque chose de très volumétrique et qui fonctionne très très bien. Autour, des jardins géométriques à la française, s'inspirant de ceux jadis imaginés par le père d'Élisabeth pour sa résidence des bords de la Neva. Et à l'intérieur, l'impressionnante enfilade d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une enfilade gigantesque qui va d'un bout à l'autre du palais, sur près de 300 mètres, sur laquelle vous retrouvez toutes les pièces donc, qui vont être affectées à la vie de la cour. Élisabeth, qui ne mesurait pas moins d'1,87 m et cherchait un écrin à sa beauté impériale, trouve dans ce décor théâtral de quoi mettre en scène chacune de ses apparitions. Elle était loin de mener une vie d'ascèse et adorait le luxe. Et elle a transformé ce palais Catherine, dont elle a hérité, en château de conte de fées. Un château de conte de fées au parquet de bois précieux qui mène irrésistiblement vers une salle de bal dont aucune princesse n'aurait osé rêver. Là, la grandeur de la Russie vous tombe sur la tête, parce que vous êtes dans une salle qui fait près de 850 mètres carrés, qui est entièrement recouverte de boiseries, de tilleuls sculptés qui sont dorés à leur fin. Et au-dessus de cette salle, vous avez un énorme plafond qui fait lui aussi 850 mètres carrés. Et que représente ce plafond? La gloire de l'Empire russe. Une gloire qu'Élisabeth célèbre chaque jour lors de grands bals costumés. Ces réceptions étaient connues. On raconte que les hommes devaient porter des costumes de femmes et les femmes devaient porter des costumes d'hommes. Il fallait s'amuser. Et surtout frapper l'imagination des convives les plus illustres venus de toutes les cours d'Europe. Le cabinet d'Ambre, 8e merveille du monde, a été reconstitué ici par Elisabeth Petrovna, avec les panneaux rapportés de Prusse par Frédéric Ier pour son père Pierre le Grand. Au début, Elisabeth Petrovna ne savait que faire ni que créer à partir de ces panneaux d'ambre. Et c'est là justement où Rastrelli montre son intelligence, parce qu'il démultiplie ces panneaux d'ambre qui auraient formé une pièce relativement exiguë. Il intercale des panneaux de miroir avec les panneaux d'ambre existants. Vous savez que c'est en fait une résine naturelle, que les côtes de la Baltique étaient à l'origine des régions entièrement boisées et que ce sont les conifères dont la résine s'est solidifiée qui produisent cette ambre. Enveloppée par la magie de son palais, Élisabeth se met alors en tête de jouer les bonnes fées marraines. N'ayant pas eu d'enfant du moins reconnu, elle avait désigné son neveu Pierre comme successeur et trouve à présent urgent de le marier. Mais qui choisir? Et elle a trouvé une petite princesse de 15 ans qui lui a paru malléable et propre véritablement à servir son dessein, c'est-à-dire à être l'épouse de ce Pierre qui avait un caractère assez bizarre. Malgré tout, c'est en devenant l'épouse du neveu d'Élisabeth que cette petite princesse allemande prénommée Sophie va se muer en héroïne de légende sous le nom de Catherine II. Catherine II aussi, c'est une espèce de Cendrillon. Elle est née dans une famille princière, certes, avec des alliances illustres, certes, mais sans beaucoup d'argent. Et sa position demeure fragile. À la mort d'Élisabeth, craignant que son instable et infidèle époux devenu tsar ne la jette au couvent, Catherine se voit contrainte en 1763, comme Catherine Ier et Élisabeth avant elle, de faire un coup d'État. Ainsi, d'une petite princesse de rien, devient-elle impératrice de toutes les Russies. Ce qui va lui permettre à son tour de faire rénover son cher palais d'été dans le style néoclassique en vogue à l'époque. Elle n'aimait pas beaucoup le style baroque. Elle trouvait que ça n'était pas digne de la grandeur impériale de Russie, donc elle l'a épuré considérablement.
Toutes les choses susceptibles de rappeler à Catherine sa jeunesse compliquée dans ce palais, elle voulait les oublier. Elle a donc profité du départ de l'architecte Rastrelli pour le remplacer par Charles Cameron. Ces pièces que Cameron a faites pour elle, elle les adorait, tout comme elle aimait le style classique qui évoquait l'Antiquité. C'était le style à la mode à l'époque en Europe, dans ce siècle des Lumières. Vous savez que ce style est né à la suite de la redécouverte d'Herculanum et de Pompéi et de la passion que l'Antiquité suscite à cette époque. Et une impératrice qui appelle sur elle le lustre des empereurs de l'Antiquité se doit d'avoir un pavillon des bains. Cameron lui en construit donc un, duquel elle va pouvoir se rendre directement dans ses appartements privés. À ce pavillon est attachée une grande galerie qui est un des plus beaux monuments de toute l'architecture russe du XVIIIe siècle, qu'on appelle la galerie de Cameron, qui porte le nom même de l'architecte qui l'a construite pour l'impératrice Catherine II. C'est une espèce de vaisseau qui s'enfonce dans le parc avec deux balcons, l'un qui donne sur le jardin intérieur de l'impératrice, qui est clos de murs, et l'autre qui donne sur le grand parc à l'anglaise, et elle fait dessiner un grand jardin paysager par un paysagiste qui s'appelle John Bush, qui aménage un grand lac autour duquel vont être construites successivement des pavillons de divertissement, aussi bien pour l'impératrice que pour la cour. Les fortunes que Catherine II y engage sont à la mesure de son règne, grandioses. Rhapsodie de sculptures gréco-romaines sur les promenades des jardins, murs incrustés de feuilles d'or à l'extérieur comme à l'intérieur, tout est revisité. Donc après avoir eu des intérieurs où tout est courbe et contre-courbe, notre impératrice décide d'avoir des intérieurs à l'antique où tout est quasiment rectiligne. Et c'est Cameron qui dessine tous ces nouveaux intérieurs, plusieurs salons, dont ce salon des arabesques, qui fait partie donc de l'appartement privé de l'impératrice, qui a été entièrement démoli pendant la Deuxième Guerre mondiale. La bombe qui est tombée sur le palais est tombée de ce côté-là, et tous ces intérieurs ont brûlé. Le seul intérieur qui ait été entièrement restauré jusqu'à aujourd'hui est donc cette salle des arabesques, où le mobilier du célèbre menuisier français Georges Jacob a retrouvé sa place. Donc tous ces intérieurs de Tsarskoye Selo sont à la fois en effet ornés d'objets d'art décoratif qui sont une manifestation d'un style particulier, mais encore d'objets qui sont le rappel des événements politiques de la vie du règne de Catherine II. Ainsi, en faisant de Tsarskoye Selo un palais de conte russe, nos trois tsarines ont-elles réussi à donner à leur pays, qui passait pour un royaume de barbares, un nouveau prestige dont les philosophes des Lumières vont se faire les promoteurs. Ces femmes, Catherine Ier, Élisabeth Ier, Catherine II, ont mordu dans la vie à pleines dents. Elles ont fait quelque chose du XVIIIe siècle de rarissime. Il n'y a aucun autre pays d'Europe dans lequel on trouve une succession de 3 souveraines qui ont marqué à la fois et un pays et un bâtiment, comme le palais de Tsarskoye Selo. Et moi, ce que j'aime dans la Russie, c'est que les Russes nous font rêver. Si le palais de Tsarskoye Selo est né des rêves d'une Cendrillon de conte russe, le château de Český Krumlov doit, quant à lui, l'aura de son mystère à une authentique princesse vampire. En effet, la glaçante histoire de la princesse Eleonora Amélie von Schwarzenberg se mêle au folklore autrichien comme le sang de son peuple au croc des vampires. Au cœur de l'Europe, en Bohême du Sud, perché dans un méandre de la Moldau, l'impressionnant château de Český Krumlov tremble encore du passage de cette princesse, dont l'insondable mystère fut révélé par l'Irlandais Bram Stoker dans la première version de son roman Dracula. Il semblait alors placer Eleonora à l'origine du mythe du vampire. Le mythe du vampire, il personnifie le fait que derrière un personnage qui est un personnage normal comme vous et moi, peut se dissimuler un monstre.
peut se dissimuler quelqu'un dont les crocs vont pousser pendant la nuit et qui peut vous vampiriser, vous assassiner et boire toute votre énergie, tout votre être. Et cela, c'est une vision un peu, je dirais, paranoïaque, banale, qu'il faut toujours un peu se méfier de l'autre. On l'a vu avec tous ces films de vampires que les jeunes filles se sont mises à adorer toutes ces dernières années et qui racontent toujours la même chose, c'est-à-dire c'est l'amour fou d'une jeune fille qui sait que l'autre est un vampire, qui sait qu'elle va se mettre en danger, qu'il va lui boire le sang, mais qui se donne à lui quand même, parce que justement c'est un amour absolu, c'est un amour qui transcende tout. Il était une fois, à l'orée du très baroque XVIIIe siècle, une riche princesse de Bohême qui avait épousé le plus beau parti de la cour d'Autriche, Adam Franz, prince héritier de l'illustre famille Schwarzenberg. Eleonora Amalia de Schwarzenberg était née dans la famille de Lobkowicz, une autre famille d'aristocrates très importante en Bohême. Elle est née en 1680. Et en se penchant sur ses relations maritales, nous avons découvert qu'elle était l'aînée de la famille Lobkowicz et qu'à ce titre, elle était prédestinée à épouser un beau parti d'un statut social au moins égal au sien. Mais déjà, une menace pèse sur la princesse. En effet, elle ne réussit toujours pas à donner un héritier mâle à son prince qui s'en trouve fort marié. Humiliée, la princesse décide alors de s'éloigner de la cour de Vienne pour retourner dans sa Bohême natale, à 180 km au sud de Prague, dans le gigantesque et majestueux château de la petite ville de Český Krumlov, dont son mari vient d'hériter. Éléonora s'entiche immédiatement de cette ancienne bâtisse gothique édifiée au XIIIe siècle et entièrement reconstruite 3 siècles plus tard dans un style Renaissance, comme en témoigne ces trompe-l'œil du peintre flamand Gabriel de Blonde sur les façades. Et elle est bien décidée à en faire une annexe baroque de la culture viennoise. Elle n'était pas très appréciée par la cour impériale du fait qu'elle dirigeait, de façon trop autonome, bien qu'avec succès, l'ensemble du domaine. De son côté, elle s'estimait persécutée. De fait, au vu de sa correspondance de l'époque, il s'avère qu'elle était même espionnée par l'Église catholique. Mais qu'importe, notre princesse veut briller, et quelle n'est pas sa surprise de découvrir que dans la 5e cour de son immense château, son prédécesseur vient d'achever la construction d'un bijou de théâtre dans lequel elle peut se rendre directement de ses appartements. Nous voici dans le théâtre baroque qui fut construit au début des années 1680 à l'initiative de Jean-Christian Degenberg. C'était un grand amoureux des arts. Il disposait à l'époque de sa propre troupe théâtrale ainsi que d'un orchestre professionnel. Chef-d'œuvre de l'art baroque, son théâtre est en outre doté de machines permettant des prouesses pyrotechniques et autres effets sonores imitant le son des orages ou de la mer. Les dîners qu'organise Éléonora sont aussi très prisés. Pour s'y rendre, les convives triés sur le volet doivent emprunter cet escalier d'apparat qui mène aux pièces de réception de la princesse et en premier lieu dans la salle à manger où tente péniblement de s'exprimer le raffinement des grandes cours d'Europe. Nous voici à présent dans la salle à manger où est mise en scène l'art de présenter la nourriture à l'époque. Il est important de noter que dans cette période charnière entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y avait 2 cours rivales, une cour impériale et une cour royale, chacune essayant de marquer son influence. Quelle culture, quelle manière domineront, celle de la cour française ou celle de la cour viennoise? Ici, c'est le salon au baldaquin, qui était destiné aux invités qui souhaitaient jouer à des jeux de société. Le style rococo s'exprime dans ces articles importés d'Orient. Si les fêtes tapageuses rythment son quotidien, Éléonora leur préfère les chevauchées éperdues sur les plaines de Bohême. Car elle est férue de chasse, pourtant elle épargne les loups, persuadée que boire le lait de femelle l'aidera à féconder un garçon. Le peuple s'inquiète sérieusement de cet étrange engouement pour ces canidés sauvages,
considérés en ce début du XVIIIe siècle comme des disciples de Satan, voire de vampires. Ben, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire boire du lait de louve, c'est se nourrir de ce principe du loup-garou qui est à la fois extrêmement puissant, extrêmement fort, mais extrêmement maléfique. Et tout cela n'est évidemment que la traduction projetée sur l'autre de ce que chaque enfant vit à l'intérieur de lui, c'est-à-dire d'avoir une bonne partie et une mauvaise partie. Une bonne partie qui est obéissante et qui est gentille, et une mauvaise partie qui ment, qui désobéit, qui héberge des pensées un petit peu noires, un petit peu sombres, un petit peu sexuelles, enfin des choses que les enfants qui sont censés être des petits anges n'ont pas à montrer. Donc cette dualité ange-démon que tous les enfants hébergent, eh bien, ils préfèrent la projeter sur ces doubles personnages, du vampire dissimulé derrière la gentille personne, du loup dissimulé derrière la bonne grand-mère. Mais notre princesse, elle, n'a pas peur du loup. Pour en recueillir le lait, elle garde même les femelles en cage, d'où s'échappent leurs lugubres hurlements qui glacent le sang des villageois. Et miracle, à 41 printemps, la princesse accouche enfin du fils tant espéré. Le peuple stupéfait pense immédiatement qu'elle a pactisé avec les loups, d'où l'ombre de l'animal suggéré ici sous son bras. La crainte qu'elle n'ait été victime d'un vampire s'empare alors des villageois. Il faut dire que dans les années 1730-1740, en Bohême, en Moravie, en Silésie et en Hongrie, les histoires de vampires paralysaient véritablement l'imaginaire des gens du peuple. On parlait même d'une fièvre de vampirisme qui se propageait également dans les cercles aristocratiques. C'est pourquoi un grand nombre d'habitants de Český Krumlov soupçonnait la princesse d'être liée au vampirisme, en raison de sa passion pour les loups et de la pâleur de son visage. Le peuple est d'autant plus inquiet qu'Éléonora commence effectivement à avoir une tête épouvantable et un comportement des plus suspects. Tel un vampire, elle ne vit désormais que la nuit et ne quitte plus sa chambre. Cette chambre, elle avait spécialement été décorée pour accueillir l'empereur Charles VI lui-même. Le lit à baldaquin, comme les chaises et les tables, sont faits des bois les plus rares. Le poêle s'orne lui d'un relief allégorique en or représentant Ganymède enlevé par son amant Zeus, transformé en aigle. Le lustre et les miroirs sont des expressions typiques de l'art baroque. Mais un accident tragique a empêché la venue de l'empereur. En effet, celui-ci vient accidentellement de tuer le mari d'Éléonora lors d'une chasse aux cerfs, et depuis la princesse se terre dans cette chambre et n'est plus que l'ombre d'elle-même, incapable d'affronter ses nouvelles obligations. Éléonora était donc devenue l'unique propriétaire d'un patrimoine considérable. Éléonora se met alors à dilapider sa fortune en remèdes médicaux à base de potions et de formules ésotériques. Alerté par l'Église, le médecin personnel de l'impératrice Marie-Thérèse se rend lui-même à son chevet et décide son transfert immédiat au palais Schwarzenberg à Vienne. Peine perdue, Éléonora finit par rendre l'âme en mai 1741. Et là, les médecins décident une chose insensée pour l'époque. Ils pratiquent une autopsie dans l'intention présumée d'empaler son cœur, comme on l'eût fait sur celui d'un vampire pour s'assurer de son extermination. Puis, au lieu de la faire enterrer dans le caveau familial à Vienne, ils font transporter son cercueil en pleine nuit vers son château de Český Krumlov. On a récemment ouvert et inspecté la tombe d'Éléonora, qui se trouve dans la chapelle de Saint-Jean de Nepomucen à Český Krumlov. Sous la lourde pierre tombale, où sont gravées une tête de mort et des tibias croisés, qui peuvent être interprétés comme le symbole de Memento Mori, souviens-toi de la mort, ce qui ressemble à un avertissement. Les scientifiques ont découvert qu'une autre énorme dalle de plusieurs tonnes obstruait le caveau d'Éléonora, dont la dépouille a littéralement été emmurée.
Sur le flanc du cercueil, une seconde tête de mort met en garde les inconscients qui voudraient profaner sa tombe, et dessus, une couche de terre truffée d'ossements humains. Bref, les habitants de Český Krumlov semblent avoir tout fait pour que la princesse vampire ne s'échappe pas de sa sépulture. Mais le mystère d'Eleonora ne s'arrête pas là. Une autre énigme est récemment apparue à l'étude de son portrait. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant la restauration de ce tableau, au milieu des années 1990, les rayons X ont montré que la tête de la princesse n'était pas d'origine et avait été remplacée par une autre tête. Nous ne savons pas comment l'expliquer. Pour nous et pour les historiens d'art, cela reste une énigme. On pourrait dire en exagérant quelque peu que la tête a été décapitée et remplacée par une autre. Le fait que nous n'en connaissions pas les raisons nous plonge d'autant plus dans le mystère d'Eleonora. Notre princesse Eleonora aurait vraiment pu s'immortaliser en un Dracula en jupon sous la plume de Bram Stoker si son peuple, par trop superstitieux, n'avait préféré enterrer l'histoire de cette princesse aussi profondément que son corps dans ce lointain village de Bohême. Mais si l'on redoute dans les châteaux d'Europe centrale que les cryptes ne laissent échapper leurs vampires, dans ceux de Grande-Bretagne, on fait tout pour conserver ces chers fantômes. Être ou ne pas être, cela n'a jamais été vraiment la question pour les Écossais. Notre dernière histoire nous conduit donc sur la lande écossaise, au royaume des châteaux hantés, dans le très secret Holyrood Palace, le palais de la Sainte Croix, la croix qu'allait devoir porter l'une des princesses les plus fantasmagoriques de l'histoire. Cette ancienne abbaye médiévale, reconvertie en palais royal à la Renaissance, résonne encore des sanglots de la belle Marie Stuart, car c'est derrière ces murs que la jeune reine d'Écosse allait vivre dès 1561 les épisodes les plus cruciaux de sa romanesque existence. Les vraies histoires de princesses, les vraies histoires de Marie Stuart, les vraies histoires de la reine Margot, enfin bon, c'est des histoires qui rejoignent la cruauté et le réalisme des contes d'enfants, qui rejoignent La Belle au bois dormant, qui rejoignent Cendrillon, qui rejoignent tout un tas de contes où des belles princesses se trouvent en but à tout un tas d'épreuves dans la réalité, se trouvent en but à la cruauté du monde et doivent se débrouiller par rapport à ça. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui reviennent un petit peu plus sur ces vraies histoires qu'on ne racontait pas forcément aux enfants, parce qu'il y avait justement les contes qui servaient un peu de médiateur entre la réalité et l'imaginaire enfantine. Peut-être qu'ils reviennent là-dessus parce que ces histoires sont encore plus vraies que vraies. Il était une fois, dans le beau royaume d'Écosse, une ravissante petite princesse prénommée Marie qui aurait pu rêver d'une vie de conte de fées, tant sa destinée promettait d'être exceptionnelle. Devenue reine dès sa naissance, à la mort de son père Jacques V, le roi d'Écosse, elle pouvait aussi prétendre au trône d'Angleterre et était destinée à devenir reine de France. Pourtant, rien n'allait se dérouler comme elle l'avait rêvé. Alors, elle était donc fille de Marie de Guise, qui était princesse française. Et sa mère, Marie de Guise, qui était une femme tout à fait remarquable, a eu comme principal souci de maintenir Marie Stuart sous l'influence française. Parce qu'à ce moment-là, le roi d'Angleterre, qui était Henri VIII, le fameux Henri VIII, l'homme aux 6 femmes, lui, il s'est dit, c'est tout trouvé. Cette petite reine qui est reine d'Écosse, on va lui faire épouser l'héritier de la couronne d'Angleterre et les deux pays seront enfin réunis. Et c'est pour éviter ça que Marie de Guise, la mère, qui était devenue plus ou moins régente pendant l'enfance de sa fille, a eu l'idée de lui faire épouser l'héritier du trône de France. Et voilà pourquoi Marie Stuart a été élevée dès son enfance dans l'idée de l'alliance avec la France. Et quand elle avait 5 ou 6 ans,
Elle a été envoyée en France pour être élevée en France. Et voilà pourquoi nous, Français, on a toujours l'habitude de considérer Marie Stuart comme française. Brillante autant que ravissante, Marie, qui a immédiatement conquis la cour du roi Henri II et de Catherine de Médicis, a tout juste 15 ans lorsqu'elle épouse leur fils François II, qui lui en a 14. Mais tout d'un coup, son destin s'emballe. À peine la mort d'Henri II l'a-t-elle précipitée sur le trône de France qu'elle perd tout. Son tendre époux emporté par la maladie et sa nouvelle couronne. Et la voici contrainte, à l'âge de 18 ans, de revenir dans son ancien royaume d'Écosse, comme arrachée à son rêve de princesse de conte de fées, pour affronter la brutale réalité d'une vie de monarque, d'un pays rustre et sauvage qu'elle ne connaît même pas, et qui est devenu majoritairement protestant, alors qu'elle est demeurée fervente catholique. Oh, Heavenly Father, I give thee thanks for the security of this voyage, which hath brought us safely to my native land. 13 ans que notre jeune reine n'avait pas foulé la lande qui conduit à Édimbourg vers la principale résidence royale d'Écosse, le fameux Holyrood Palace. Holyrood, ça n'est pas le château d'Édimbourg. Ce sont deux monuments tout à fait différents, situés à 1,5 km de distance. Ce qu'on appelle le château d'Édimbourg, c'est une forteresse très impressionnante sur une colline et dans le haut de la ville, tout à fait, tandis que Holyrood est tout à fait dans la plaine, au contraire, beaucoup plus bas. C'est un endroit plutôt agréable qui avait été rebâti justement par Jacques V dans le style français, ce qui fait que c'était sans doute l'endroit le plus agréable pour le séjour de la cour. Le nom de Holyrood House est associé à une légende. David Ier, qui était roi d'Écosse et résidait au château d'Édimbourg, descendait chasser dans cet endroit. On raconte qu'un jour, il s'est retrouvé face à un cerf très agressif et son cheval s'est cabré. Craignant pour sa vie, il a tendu ses mains vers le ciel et c'est alors qu'est apparue entre les bois du cerf une croix. Le roi David Ier s'en est saisi et le cerf s'est soudain calmé, lui laissant la vie sauve. Alors le roi a interprété cette aventure comme le signe qu'il devait édifier un monument religieux sur ce site. C'est pourquoi il a fondé Holyrood Abbey, l'abbaye de Holyrood. Rood est l'ancien mot écossais pour croix. C'était donc l'abbaye de la Sainte Croix, associée à la croix entre les bois du cerf. Une croix qui va sceller le destin de notre jeune et insouciante reine, qui en revenant dans ce château bien plus austère que les palais de France qui l'ont vu grandir, est pourtant heureuse de s'installer enfin chez elle, dans les appartements minuscules de la tour nord-ouest, jadis ajoutée par son père. Les appartements de Marie, reine d'Écosse, sont dans cette tour, au second étage. Donc les fenêtres que vous voyez sont celles de sa chambre à coucher. Et de sa chambre, on peut voir la cour de devant, mais aussi plus haut le Royal Mile, la route qui conduit au château d'Édimbourg. Et quel n'est pas le soulagement de Marie de voir son peuple venu manifester sa joie de revoir au bercail sa charmante petite souveraine, dont il espère en outre qu'elle saura apaiser les tensions religieuses et redorer le blason écossais. Mais le peuple attendra. Elle est toute jeune et peu au fait de la chose politique, et de surcroît, elle vient d'arriver. Marie est revenue de France à Holyrood House en 1561. Et ce portrait ici a été peint par François Clouet juste avant qu'elle ne quitte la France. Il la montre en deuil blanc, qui est l'expression française pour désigner le deuil. Exactement, elle avait 3 deuils, son beau-père, sa mère et son mari. Ce qui fait que pendant tous les premiers mois et même les premières années de son séjour en Écosse, elle est toujours apparue sous les traits d'une charmante jeune femme en deuil, mais ce qui ne l'empêchait pas de danser quand il le fallait, de chasser, elle adorait ça, et de mener une vie de cour normale.
Elle avait fréquenté les poètes, elle était amie de Ronsard, de Du Bellay, de Marot, des grands poètes français de l'époque. Elle était considérée comme une personne très cultivée, très agréable. Et puisqu'elle doit désormais vivre en Écosse, Marie se recrée à Hollywood House, sa petite France romantique à elle. Dangereusement inconsciente des dures réalités de son peuple, elle se vit en souveraine absolue dans le décor que lui a préparé son demi-frère. Le plafond est très intéressant, car il témoigne de l'héritage de Marie, puisque les panneaux sont décorés avec les monogrammes et emblèmes héraldiques de sa famille. Donc nous avons HR, Henri II de France, qui était son beau-père. Nous avons aussi FD, qui désigne François Dauphin, son mari. IR, qui veut dire James Rex, Jacobus Rex, son père, qui était James V d'Écosse. Et MR pour Marie de Guise, sa mère. Pour échapper à l'humidité du palais, Marie se tient dans ses douillets petits appartements, dont voici la chambre reconstituée telle qu'elle était à son arrivée. Ici sur le mur, nous avons une frise qui semble faite de moulures de plâtre décoratives. En réalité, c'est une peinture qu'on appelle une grisaille, parce qu'elle est en nuances de gris. Elle présente un motif renaissance de cornes d'abondance, de fleurs et de feuillages moulés en bordure. Dans cette chambre, Marie se prend à rêver à son futur époux. Qui va-t-elle choisir? Les propositions affluent de toutes les cours d'Europe. Et puis tout d'un coup, elle a vu arriver son cousin, Lord Darnley. On ne va pas faire de généalogie, mais enfin, sachant qu'il était à la fois son cousin à elle et le cousin de la reine Élisabeth. Il était le cousin de Marie-Histoire par son père et il était le cousin d'Élisabeth par sa mère. C'est-à-dire que c'était vraiment un candidat bien placé. Ah, the 4 pretty wedges. 5, my lord, now that you're here. Un visage clair, des beaux cheveux blonds, enfin vraiment tout ce qu'il fallait pour séduire une femme. Donc pourquoi pas? Malheureusement, ce qu'on ne savait pas, ou on s'en est aperçu assez vite, c'était un pauvre type, pas intelligent, extrêmement paresseux, extrêmement orgueilleux, un caractère impossible, brutal, violent. Bref, l'archétype absolu du bad guy, cette race qui attire les filles comme des mouches depuis des millénaires. En tout cas, la tentation d'épouser le mauvais garçon, là aussi, c'est un fantasme féminin extrêmement fort, hein, extrêmement ancré. C'est-à-dire, rêver à ce mauvais garçon, c'est pouvoir trouver sa propre voie, c'est dérailler, c'est sortir des rails, et c'est donc choisir, à travers lui, quelque chose qui est plus du côté du désir, plus du côté de l'excitation, plus du côté de la passion. Donc quelque chose qui a à voir avec les vraies émotions de cette jeune fille et non pas les obligations. Et Marie, n'écoutant elle aussi que ses émotions, commet la folie d'épouser son cousin Darnley contre l'avis de tous. Mariage d'amour, c'est certain, mais mariage lourd de conséquences très dramatiques pour l'avenir. De fait, un drame sanglant allait bientôt imprégner les murs du palais de Hollywood. Marie avait élu pour proche confident un sympathique et très érudit artiste italien nommé David Rizzio, qui avait envoyé l'église de Rome et avec lequel elle s'amusait beaucoup. Et il était devenu un peu l'homme de confiance de Marie-Histoire, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Notamment pas aux lords protestants qui, redoutant l'influence de Rizzio sur la reine, décident de se servir de la naïveté du nouveau roi consort pour éliminer l'italien. Ainsi susurre-t-il un jour à l'oreille de Darnley. Mais vous savez, ce Rizzio, le secrétaire de votre femme, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à leur relation? Et comme ce Darnley était stupide et prêt à croire n'importe quoi dès que son orgueil était en cause, il s'est persuadé que Rizzio était l'amant de la reine. Ce que rien ne permet de croire en réalité. Résultat, Darnley devient jaloux comme un pou et il décide de venger son honneur avec l'aide des lords écossais.
Ainsi, cette froide nuit de mars 1566, Marie était en train de souper avec son secrétaire italien David Rizzio et les dames de compagnie dans cette très petite salle à manger. attenante à la chambre de Marie, qui passe une soirée tranquille sans se douter de rien. Ils n'entendent pas que quelqu'un arrive par l'escalier dérobé qui conduit des appartements du roi à ceux de sa femme. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et apparaît Darnley, que personne n'attendait, bien sûr. Alors, un petit moment de surprise, mais asseyez-vous, partagez le dîner avec nous. Et puis, quelques instants plus tard, la porte s'ouvre à nouveau. Et en surgit l'escouade des lords conspirateurs. La table et les bougeoirs furent renversés, et Rizzio s'accrochait à la robe de Marie en criant « Sauvez-moi, sauvez-moi !» Marie essaya de le retenir en vain. Ils le traînèrent hors de là et le poignardèrent 56 fois. C'est un massacre, il est littéralement haché. Lui qui était déjà pas grand. J'oubliais de dire qu'elle était enceinte à ce moment-là. C'est un choc épouvantable pour Marie, d'autant qu'on raconte que le sang de Rizzio imprégna le bois au point d'expliquer aujourd'hui cette coloration rouge du plancher par endroits, comme en témoigne cette plaque posée plus tard dans l'antichambre de Marie. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Alors là, nous voyons entrer un autre personnage qui joue par la suite un rôle essentiel. C'est Lord Bothwell. Lord Bothwell, c'était le grand amiral d'Écosse, un type de 30-32 ans, assez athlétique, grand tombeur de femmes, et qui avait toujours été fidèle à Marie Stuart. Bothwell fait alors évader notre reine et son imbécile d'époux qui vient de réaliser que les lords l'avaient joué pour prendre le contrôle du pays. Ainsi, Marie peut-elle mettre au monde le futur roi d'Écosse, à l'abri des lords qui n'ont d'autre choix que de s'enfuir. Tout semble alors rentrer dans l'ordre, mais soudain, Bothwell, qui s'avère être l'autre mauvais garçon de l'histoire, se jette sur la reine, bien décidé à s'emparer lui aussi de la couronne. Et là, dira-t-elle plus tard, j'ai été violée par Bothwell, et après, je n'avais plus d'autre solution que de l'épouser. Un troisième mariage rendu possible, car avec un étonnant sens de l'à-propos, Darnley, le roi consort et second époux de Marie, meurt tout d'un coup dans une mystérieuse explosion. Il a été victime d'une explosion dans la maison où il résidait. Mais quand on a découvert son corps, on a constaté qu'il avait mystérieusement été étranglé. Le principal suspect dans le meurtre de Darnley était le dénommé comte de Bothwell, James Hepburn. Évidemment, c'est le scandale. Marie est forcément soupçonnée d'avoir commandité le meurtre de son second époux pour épouser le troisième. C'est à partir de là qu'après le sang, l'encre va se mettre à couler à flot sous les plumes les plus aiguisées d'Europe, qui vont dès lors se charger d'inscrire sa romanesque destinée dans l'histoire. Notre héroïne a à peine 25 ans. C'est pas étonnant que des jeunes filles aujourd'hui aient plutôt envie de se tourner vers des personnages de femmes réelles, parce que ces personnages de femmes réelles sont beaucoup plus intéressants que Cendrillon, La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige, qui sont très sympathiques, mais enfin qui sont un peu des bécasses. Hein. Mais pour Marie, pas de happy end. Elle tente à nouveau de s'enfuir pour garder sa couronne, mais cette fois-ci, aucun prince ne viendra la sauver. Son lâche de Bothwell a détalé comme un lapin, et les insurgés la forcent à abdiquer en faveur de son fils Jacques VI. Désespérée, notre reine déchue cherche alors refuge en Angleterre auprès de sa cousine Élisabeth Ier, se mettant ainsi bêtement à sa merci. Mais Élisabeth se méfiait de Marie. Cette dernière était catholique et Élisabeth pensait qu'elle pourrait devenir l'arme d'un complot contre elle, la protestante, pour prendre sa place sur le trône d'Angleterre. Et comme Élisabeth ne sait trop que faire de Marie, elle la garde prisonnière 19 ans. Années pendant lesquelles notre pauvre princesse se console avec ses travaux de broderie, dans lesquels elle glisse quelques allusions à son triste sort. Sur cette broderie, vous pouvez voir qu'il y a un chat.
Il y a le symbole de Marie juste à droite des moustaches du chat. Ce M montre que Marie l'a fait elle-même. Si vous regardez bien, vous verrez que sur la droite, il y a une souris, mais le chat a sa patte sur la queue de la souris. Le chat est censé représenter la reine Élisabeth Ier, et la souris piégée, c'est Marie. Après de longues années de cauchemars passés entre travaux de couture, tentatives d'évasion et complots maladroits, la Reine Blanche rend son âme à Dieu en 1587 sur l'échafaud que finit par lui dresser sa cousine Élisabeth. Elle n'aura jamais revu son cher palais de Holyrood, ni l'Écosse. Avec celle de Marie se termine l'histoire de ces châteaux de princesses légendaires qui ont peuplé notre imaginaire enfantin. Témoins de faits historiques enveloppés d'un éternel voile d'incertitude, ces palais devenus lieux de culte pour un public planétaire hantent encore les contes de fées dont se nourrira à jamais la psyché humaine. C'est-à-dire que les châteaux, ils n'ont jamais disparu des imaginaires infantiles. À chaque génération, il y a des châteaux, mais il y a des renouvellements dans la façon dont on présente ces châteaux et dont on les utilise. Et aujourd'hui, on revient un peu sur davantage de réalisme et davantage de cruauté, sans doute parce qu'on se rend compte que les jeunes, ils sont entourés de ça toute la journée. C'est vrai que les châteaux ont la cote, parce qu'ils représentent tout ça. Le château, c'est se réinscrire finalement dans une histoire déjà, dans une généalogie princière, c'est retrouver les fantasmes grandioses de l'enfant qu'on a été. Christmases and birthdays, lots of gifts and toys, every day a special day. Ice cream mixed with jelly, chocolate cake and biscuits, all the games we used to play. January to December, how we still remember things we loved from yesterday. Things we loved from yesterday.